Bienvenue sur EventCheck, le rendez-vous des commerciaux événementiels. Ici, on part à la rencontre de personnalités de notre secteur qui nous racontent leur parcours, mais surtout leur savoir-faire et leur vision. Je vous propose, grâce à notre conversation, de booster vos connaissances et inspirations sur notre métier aux mille et une facettes. Si vous vous reconnaissez dans cette description, que vous débutiez ou que vous soyez confirmé, je vous invite à vous abonner car ce podcast va devenir votre meilleur allié. Ce podcast est rendu possible par BookingCheck, l'event management software que j'ai lancé pour permettre aux commerciaux événementiels de s'équiper d'une boîte à outils moderne et performante pour libérer le potentiel de leur établissement. BookingCheck est le logiciel que j'aurais rêvé avoir pour gagner beaucoup de temps, vendre mieux et plus et structurer mon activité. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur bookingcheck.com. Et en attendant, bon épisode! Bonjour Aurélien, bienvenue sur EventCheck. Salut Clémence. Comment vas-tu? Bah ça va. Ouais, la forme? Bon, comme tout le monde, la maladie, mais le rhume. C'est la période. Le rhume d'automne. Exactement, ça me fera une voix suave. Une voix de rocker. C'est ça. Alors c'est parti avec ta voix de rocker. Donc toi, tu es le CEO et fondateur de Thaïs PMS. Ouais. C'est bien ça. Et avant de nous raconter Thaïs, comme d'habitude, tu vas nous expliquer un petit peu ton parcours avant Thaïs. Qu'est-ce que tu as fait comme études? Est-ce que tu as eu d'autres aventures pro avant de te lancer en tant qu'entrepreneur? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Oui, alors l'histoire de Thaïs est fortement corrélée à mon histoire perso. En gros, moi, j'ai voyagé un peu, mais bon, globalement, j'ai vécu dans le Jura. Mes parents avaient un hôtel dans le Jura. Je voulais pas être hôtelier parce que c'était quand même un boulot où il fallait beaucoup bosser, avec des heures qui étaient compliquées. Et j'ai fait des heures de plonge, des heures de ménage en chambre et des heures de réception. Et je me suis dit que c'était un truc que j'avais pas forcément envie de faire. Mais donc voilà. Après, moi, je suis parti dans l'informatique. Donc, je suis parti développer. J'ai eu mon diplôme d'ingé, je suis allé bosser dans le spatial. Donc, j'ai fait des logiciels vol pour les satellites. Donc j'étais en R&D logiciel vol pour les satellites chez Thales Alenia Space. Eh bien. Et ma casquette de développeur plus ma casquette de fils d'hôtelier qui faisait que pour mon père, j'étais capable de faire un truc qui était mieux qu'un planning papier et des stylos. C'est ce que tu as connu avec tes parents. Ils étaient sur les gros agendas en papier. Ouais, en gros un gros classeur avec des calendriers papier et en gros tu gommais ou tu mettais un coup de marqueur pour confirmer. Oui. Je me souviens de ça aussi. Et après c'était en 2000 les années 2000, 2001, 2002, il y avait pas de smartphone, il y avait pas d'internet, enfin il y avait du 56. Mais même en 2010 il y en avait encore beaucoup. Ouais, voilà, donc vraiment c'était normal. Et mon père, après, c'est un 18 chambres dans le Jura, au milieu de la forêt, donc c'était pas non plus un truc ultra connecté, voire pas du tout. Mais j'avais fait vraiment, je sais pas comment l'appeler autrement, un truc pour améliorer la situation. Et comme moi, je savais faire du web, à l'époque, j'avais fait un agenda qui était sur Internet qui permettait à mon père de gérer ça depuis un espèce de tableau HTML moche. Et si ça avait pas été mon père, il l'aurait jamais utilisé, mais vraiment, il l'a utilisé et ça a fait que moi j'ai développé. Et de 2000, on va dire de 2003-4 à 2017, j'ai développé ça un peu en mode, ça me fait marrer, j'aimais bien développer, ça a été utile pour mon père. À ce moment-là, tu travailles toujours? Ouais, en fait, 2006, j'ai eu mon diplôme d'ingé et j'ai été embauché chez TAS. Et donc, de 2006 à 2014, j'étais chez Thales Alenia Space. Et à côté, le week-end et le soir, je développais ce truc-là. Mais c'était vraiment de l'argent pour le fun. Et en 2014, j'avais pas forcément l'envie de rester dans une grande boîte. J'aimais pas trop le cadre que ça me donnait. Et j'avais, je sais pas, on va dire une dizaine de clients qui m'avaient trouvé sur Internet et qui utilisaient mon truc. Donc ça faisait, je sais plus, 15 ou 17 000 euros de récurrent. Donc c'était de l'argent de poche à l'époque, mais c'était, en calculant rapidement, c'était un SMIC rapide, donc qui me permettait de vivre le temps que ça démarre. Et donc j'avais de plus en plus de demandes parce que entre temps, il y avait eu les smartphones, il y avait eu le cloud. Enfin, avant, c'était un logiciel qui était sur Internet. Et après, il y a eu plein de mots qui sont arrivés comme le SaaS, le cloud, les logiciels en ligne et tout compagnie. Et donc tout le monde voulait son logiciel en ligne. Et c'est passé d'une mauvaise idée de faire un outil de gestion dans un navigateur web
à quelque chose qui était complètement limpide parce que ça permettait au smartphone d'y accéder, ça permettait au navigateur d'y avoir et d'être compatible Mac. Enfin, vraiment plein de trucs technologiques qui ont bougé et qui ont tiré le fait que une application de logiciel de gestion d'hôtel en ligne était une bonne idée en 2010-12, alors que c'en était une très mauvaise en 2004-5. Voilà un peu comment ça s'est passé. Okay. Et donc 2014, démission de Thales et création réellement, création, développement commercial de l'entreprise pour essayer d'en vivre. Là, tu es tout seul du coup, tu démarres en solo? Ouais, exactement. J'avais un associé qui s'occupait de tout ce qui était un peu hébergement, donc vraiment pas le développement applicatif, mais vraiment pour que ce soit hébergé à un endroit correct et que ça marche, parce que moi j'avais aucune compétence d'hébergement, je savais développer mais je savais pas faire tourner un serveur, donc j'avais quelqu'un qui s'occupait de ça, mais à partir de là on était 1,5 quoi. Ok. Et donc tu vis sur ton bouche à oreille ou tu décides de développer? Alors j'essaye de développer, mais c'est pas mon métier. Je suis très mauvais là-dedans. Moi, je suis un geek, donc du coup, faire du marketing, faire du commercial, avoir un discours commercial, avoir une stratégie marketing, avoir une grille tarifaire adaptée, savoir les segmentations que je veux attaquer. Enfin, tout ça, c'est des trucs, ça me passait à 1000 au-dessus, quoi. Moi, je développais et en gros, je partais du principe que si mon logiciel était bon, les gens allaient me chercher pour me trouver. C'est très geek ça, de penser comme ça. C'est assez geek, mais ça a fait que finalement, on a une espèce de structuration. On a quand même gardé cet aspect un peu fortement ancré de, on a une stratégie produit. Je suis à peu près persuadé que à partir du moment où tu as un bon produit et que, alors pour que les gens le sachent, il faut que tu aies un bon marketing, mais quand même, je préfère avoir un bon produit et un mauvais marketing qu'un très bon marketing et un mauvais produit. J'en connais qui font ça marche. Ils lèvent des millions, ils font un excellent marketing, ils essayent de remplir la baignoire plus vite qu'elle se vide. Et c'est une stratégie qui est différente de celle de Thaïs, qui est, nous, on remplit doucement la baignoire, mais elle se vide pas. Et donc, finalement, au bout de, alors ça a pris du temps, parce que de 2014 à 2022, ça met du temps, mais mine de rien, on est sur fonds propres, on signe des gens qui nous ont trouvés soit par bouche à oreille, soit avec des partenariats. Et les gens, quand ils découvrent Thaïs, en général, ils sont plutôt contents, donc ils y restent. Il n'y a pas d'engagement, donc s'ils sont pas contents, ils y restent pas. Et vraiment, on a une strate produit qui est, parce que le produit Thaïs fonctionne et qui répond à un vrai besoin, et du coup, on trouve des clients. Et c'est un peu notre marketing et notre strate commerciale est basée là-dessus. Alors après, on a fait des gros progrès par rapport à 2014. On a quand même mis, il y a Laurie qui est venue nous aider sur la partie marketing. On a une équipe commerciale qui s'occupe de faire ça. Donc, on a mis des choses en place. Mais foncièrement, on est quand même... Ça reste votre ADN. Voilà, c'est quand même, on est quand même vraiment basé sur, il y a un problème, on le règle. Et donc, comme on a réglé le problème, les gens le savent et donc ils viennent travailler avec nous. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui ce qu'est un PMS? Parce que je sais que dans ceux qui nous écoutent, tout le monde ne connaît pas le mot PMS. Ouais. Donc, c'est bien d'expliquer un peu ce qu'est un PMS, à quoi ça sert. Et du coup, vous, chez Thaïs, est-ce que vous n'êtes qu'un PMS ou au contraire, est-ce qu'il y a d'autres aspects? Alors, c'est une question compliquée. PMS, ça veut dire Property Management System. C'est un mot barbare en anglais pour dire qu'en fait, on s'occupe de toutes les problématiques d'un hôtel. Alors, la base, c'est vraiment le planning et la facturation. Mais le PMS, il a de plus en plus de fonctionnalités annexes. Et donc, la définition factuelle de qu'est-ce qu'un PMS, normalement, c'est gestion des plannings de réservation et de la facturation. Okay. Et ensuite, alors, je vais juste préciser planning de réservation pour les chambres. Exactement, oui, pardon. Non, mais je suis Oui, non, mais effectivement. Donc, nous, on est vraiment hôtel et on gère des chambres. Donc, du coup, planning de réservation des chambres avec les disponibilités des chambres et le fait de placer Monsieur Dupont dans la chambre 208 du 12 au 14. Parfait. Et une fois que Monsieur Dupont est venu, on le facture. Oui. Et on lui envoie sa facture et on s'occupe de la comptabilité, donc d'envoyer tout ça comptablement au carré pour que l'hôtelier, il ait vraiment une gestion de la prise de réservation, alors soit en direct, soit par des channel managers, jusqu'à la facturation. Donc, quand on va sur le site d'un hôtel et qu'on a les petits formulaires de réservation, généralement derrière, il y a un PMS, c'est ça? Alors, oui, mais derrière, ça peut être soit directement le PMS qui fait son moteur de réservation, donc le Booking Engine en anglais ou le moteur de réservation en français, soit ça peut être le Channel Manager qui s'occupe de la distribution. En fait, pour résumer, caricaturer, il y a le PMS, c'est ce qui gère, c'est ce qui est derrière dans l'hôtel, dans les murs de l'hôtel. Ensuite, il y a le Channel Manager, c'est ce qui permet de distribuer son offre
à des channels. Donc, en gros, Alors Booking, ça, je vais Expedia, traduire parce qu'on a et- la même chose en événementiel. Donc pour ceux qui sont dans l'événementiel, on n'a pas aujourd'hui dans l'événementiel, on n'a pas de challenge manager, ça n'existe pas. ouais. Mais on utilise des plateformes d'apporteurs. Donc en gros, imaginez, chers auditeurs, que vous ayez un outil qui soit entre les différentes plateformes, donc Cactus, Bird Office, j'en passais, Alfred Meeting, enfin j'en passais des meilleurs. Toutes ces plateformes, il est une salle, ABC Salle, mariage.net, gna gna gna, sur lesquelles vous avez des fiches établissements, qu'il y ait quelque chose entre tous ces canaux et un espace de gestion de vos événements comme Booking Check. Et qu'en fait, le channel manager soit au milieu et vous permette de tout récupérer, d'implémenter automatiquement. Et aussi d'avoir vos disponibilités. Voilà. Ça n'existe Exactement. pas dans notre secteur, c'est pour ça que je le traduis un peu. Ouais. Donc, Bah, en gros, on le channel envoie des manager. prix et des dispos au channel manager qui, lui, les envoie sur les différents channels et on reçoit l'ensemble des réservations de l'ensemble des channels dans le PMS pour les placer et les traiter. Ok. Donc ça, c'est la partie distribution. Ensuite, il y a la partie gestion client. Donc ça s'appelle un CRM, Customer Relationship Management, Relation. CRM. Oui. Donc qui s'occupe d'envoyer les mails, les textos et tout ça. Mais en fait, globalement, on peut brancher plein de choses autour d'un PMS. Donc PMS, c'est le centre du monde où il y a la data. C'est là qu'il y a vraiment les dispos, les prix, le cardex client, donc qui est venu, combien de fois il est venu, qu'est-ce qu'il a consommé. Et en fait, autour de ça, on vient brancher des outils spécialisés en fonction du besoin pour avoir une solution complète pour son hôtel et en fonction de ses besoins. Est-ce qu'on a envie de pousser de la fidélisation et donc je mets un outil de fidélisation. Est-ce qu'on a envie de pousser la distribution et donc du coup je mets un RMS. Donc pour RMS, c'est pour faire varier les prix des chambres un peu comme les billets d'avion. Donc plus j'ai de remplissage, plus je fais monter mon prix. R pour revenue. Exactement, C'est revenu ça. Donc management system. ça c'est quand vous entendez yield management ou revenu management, c'est un petit peu des stratégies communes de à quel prix je vais fixer. Voilà, en fonction Du de la temps, est-ce qu'il fait beau, donc du coup je vais monter mon prix, est-ce qu'il y a de la neige, voilà. je le fais monter. Enfin, il y a vraiment plein d'autres critères que le remplissage. Et on est capable, avec de la data, de brancher des outils de RMS, donc de revenu management, pour faire, pour maximiser ses revenus. Le fait est que finalement le PMS est au milieu de tout ça, et le fait d'avoir un bon outil qui est capable de se brancher avec plein d'autres permet d'avoir une super solution. Typiquement, le fait que je sois là en train de discuter avec toi, c'est parce que moi, nous, on est capable de gérer des hôtels. Maintenant, quand on s'est rencontrés, on avait clairement une problématique de comment je gère des séminaires, comment je gère un processus de négociation commerciale avec un groupe qui veut venir dans mon établissement et qui va consommer de la nuitée, du restaurant, du bar, de la salle et tout un tas de choses qui sont facturées ou pas d'ailleurs, et qui, une fois que c'est, donc j'envoie le devis, je fais une négo, j'enlève 10%, et une fois que c'est validé, il faut que ça s'impacte dans tous les outils de gestion. Et ça, finalement, il y a certains hôtels qui ont absolument pas de gestion de séminaire et en fait, ils s'en foutent. Et il y a ceux pour qui c'est ultra important et qui fait que, en prenant un PMS qui est capable de se connecter avec des outils comme le tien ou d'autres, ça permet vraiment d'aller régler le problème central de l'hôtelier qui est comment je gère mes groupes, comment je gère mes chambres, comment je gère ma distribution, comment je gère mon revenu. Tout à fait. Ok, donc on a une petite idée du PMS. Et vous, chez Thaïs, dans votre PMS, qu'est-ce que vous faites déjà? Au-delà donc on a compris, il y a la gestion du planning des chambres. Ouais. La connexion avec le channel manager, ça, c'est bon. La facturation. Oui. Donc de toutes ces nuitées et des services et prestations éventuelles additionnelles, type petit déjeuner. Ouais, type taxe d'hébergement. C'est pas petit déj, taxe de séjour, enfin vraiment tout ce qu'il y a à facturer, tout ce qu'il y a vraiment. Alors il y a la facturation, je facture, je génère un PDF et je le donne à mon client, il y a cette partie-là, et il y a la partie je facture et je l'envoie à ma comptabilité. Parce qu'en fait, facturation, il y a vraiment les deux aspects. Souvent, gérer la facture, c'est générer un PDF et l'envoyer par mail.
Oui, Oui. ça c'est cool, mais c'est vraiment pas la problématique. C'est par contre avoir une comptabilité au carré, savoir avoir des statistiques sur ton chiffre d'affaires, Oui, ton oui, vous êtes revenu. un logiciel comptable et de Ben, caisse aussi. on se branche à la comptabilité, donc type On se Sage, vous EBP et OK, compagnie, et en fait, on vient peupler les logiciels de comptabilité avec les bonnes lignes comptables, OK. avec le bon plan comptable et compagnie. Est-ce qu'il y a Et d'autres choses que vous ouais, intégrez, alors alors donc Thaïs, une fois qu'on a eu un bon PMS qui permettait de faire la base de la base, qui était gérer les Cardex, donc les clients, les réservations et la facturation. Bah derrière, on s'est dit, on n'est pas si loin de pouvoir distribuer directement, nous, en direct sur un moteur de réservation. Donc, on a fait un moteur de réservation qu'on peut intégrer directement sur le site de nos clients. Mmh. Ensuite, on a fait un tout petit bout de CRM, c'est-à-dire qu'on est capable d'envoyer en automatique des emails, donc de confirmation de réservation, OK. je demande la Rappel, facture. de Enfin, vraiment, on meeting. a rajouté des interactions entre l'hôtelier et le client de manière automatique pour que ce soit encore plus fluide. On a rajouté donc toutes les connectivités. On a une cinquantaine de partenaires dans différentes spécialités qui permet justement de venir piocher et construire sa solution sur mesure en fonction de ses besoins et de son budget. Donc on peut se connecter gratuitement avec tout un tas de partenaires. Et ensuite, derrière, nous, en général, ce qu'on a comme politique, c'est qu'on fait 80% des choses, par exemple du revenu management, on est capable de gérer ses tarifs, sa grille tarifaire et tout directement dans Thaïs. Donc on le fait euh, aussi loin que c'est facile et simple. Et ensuite, si on veut vraiment aller vraiment plus loin, on vient brancher un RMS. En fait, dans Thaïs, on peut très bien mettre un Thaïs et gérer un hôtel, on va dire un hôtel provincial de 25-40 25-40 chambres. On va pouvoir le Mmh. gérer rien qu'avec un Thaïs. On est capable de faire quasiment tout. Et ensuite, on peut venir upgrader sa solution en venant y accoler des spécialistes de leur secteur. OK. Et je crois aussi, tu l'as pas mentionné, mais je crois que vous intégrez, un système de réservation de restaurants? Alors exactement. Ouais. Donc nous, au-delà du PMS, oui, c'est vrai. Au-delà du PMS, on a une caisse. Heureusement que je suis, Aurélie. Oui, merci de connaître mieux mon produit que moi. Mais donc en gros, au-delà du PMS, on a un module de caisse, donc un Oui. module pour gérer le restaurant, donc avec une gestion des prises de commandes à la table, les envois des commandes en cuisine. On est capable de gérer les imprimantes thermiques. On peut en gérer autant qu'on veut pour en mettre en cuisine, au point chaud, au point froid, au dessert. Tout ça avec une connexion entre le PMS et la caisse pour qu'on puisse transférer les repas des demi-pensions sur la chambre. Mmh. On est capable de gérer le bar, donc on a un point of sale pour gérer toutes les consommations bar. Tout ça aussi est interconnecté. On a un module de service, c'est-à-dire qu'on est capable de facturer des services qui sont vendus à l'heure, à la minute ou à la journée. Je sais pas, on est capable de OK. gérer des acrobranches, de gérer des parkings, de gérer des casiers, de gérer tout ça pour justement, l'hôtel, il a un service un parking avec 60 places qui Mmh. vend. Il est capable de le distribuer sur son moteur de réservation et de le facturer directement sur la bonne chambre, au bon endroit, avec les bonnes dispos. Donc ça, c'est autour du PMS, on est venu construire une espèce de constellation de services. Donc De soit briques. Moi, je dis c'est des briques. ouais, des briques. Donc soit directement Thaïs, on les porte parce qu'on en a un certain nombre, soit avec des partenaires comme toi qui permettent de venir régler la problématique. Et puis en fait, nous on n'est pas Thaïs, nous on n'est pas expert du tout dans l'événementiel. Donc le fait d'essayer de développer une gestion d'événementiel avec vraiment toutes les problématiques, clairement on y avait pensé, on nous l'a demandé, c'était un problème qu'on avait identifié. Et quand on est tombé sur toi, moi, de toute façon, je te l'ai déjà dit, je me suis dit, c'est exactement ce que j'avais essayé de commencer à faire. Mais franchement, vous le faites 1000 fois mieux que ce qu'on aurait pu faire parce que c'est votre métier, vous êtes spécialisé Parce là-dedans. qu'on s'est concentré Et sur le donc, du sujet, coup, ouais. un client Thaïs Booking Shake, en fait, il a le meilleur des deux mondes et en plus, Tout c'est à fait. interconnecté. Donc, il a même pas besoin de ressaisir ou de. En Mmh. fait, on lui fait gagner du temps chacun dans nos expertises et en plus, tout ce qu'il a saisi à gauche, c'est à droite et inversement. Donc, du coup, Ouais. c'est ça qu'il faut. Enfin, c'est notre vision des choses, c'est que le fait d'additionner des outils, pourquoi pas, ça a toujours existé. Mais additionner des outils pour qu'en fait j'ai 2 fois plus d'emmerdes, pardon pour le terme, que si j'en avais un seul et puis que finalement j'avais un papier à côté pour le gérer,
franchement, Oui, ça n'a pas de sens. c'est une crainte, ça, beaucoup du Mais, secteur mais en plus, encore. ça a existé pendant des années. C'est-à-dire Mmh. qu'avant, justement, des logiciels cloud, les logiciels, ils discutaient difficilement entre eux. Mmh. C'était assez mal foutu. En plus, les politiques des entreprises, c'était vraiment je fais tout et c'est moi qui Chacun, le fais. Et donc, mmh. du coup, je ferme mes API, ma data, c'est la mienne. Enfin, il y a eu vraiment cette politique pendant longtemps sur le secteur. Et maintenant, avec le cloud et puis un peu les nouveaux arrivants, comme nous, avec, il y a le mot API ouverte ou le fait, les Mmh. connectivités. Enfin, on entend tout ça depuis des années, mais factuellement, il faut vraiment lutter et militer pour que ce soit réel. C'est-à-dire qu'il y a des API ouvertes, mais on paye 30 balles par mois pour les connecter. Donc c'est ouvert moyennement. Il y a des Oui, API ouvertes, mais il manque la moitié des datas. on peut citer, hein, moi je sais qu'on a eu le cas, par exemple, de clients qui nous ont dit comment on pourrait connecter notre logiciel événementiel, donc Booking Check, avec, par exemple, un Opera, qui est un PMS connu. Faut savoir qu'Opera ne nous laisse pas nous connecter gratuitement. Donc en fait, Non, mais c'est compliqué ils font de partie des créer gros du des secteur et qui synergies. existent, mais pour des gens comme vous, moi, à la rigueur, c'est mes concurrents, donc j'ai peu de raisons de me Oui. connecter, mais je sais que mes partenaires, c'est la croix et la bannière pour Mmh. venir, donc ne serait-ce Mmh. que se connecter. Puis en plus, même les technos, c'est pas fait pour, puisqu'en fait, c'est installé derrière un ordinateur, donc un serveur Oui. dans le cloud, il a du mal à venir chercher, donc même s'ils étaient ouverts, ce qui est pas le cas, techniquement, ça reste galère. Donc Alors on finalement, il y va a ça qui permet d'aller vraiment plus loin et mieux techniquement, et donc finalement de vraiment fournir une vraie solution à des vraies problématiques hôtelières. On va un peu, je propose qu'on traduise un peu ce qu'on vient de dire, parce que maintenant je comprends un peu mieux ces termes, mais fut une époque où c'était du chinois. Ouais. En gros, quand on installe un logiciel, moi ce que j'appelle un peu les logiciels en dur, quand vous avez été habitué à avoir du CD-ROM et que c'est installé, on parle de licence, c'est que dans votre ordinateur, vous pouvez pas l'emmener à la maison, c'est une des problématiques d'ailleurs de cette ancienne génération. Souvent, c'est là où tu disais qu'en termes de technologie, c'est pas des logiciels qui vont être faciles pour pouvoir les faire communiquer avec d'autres, parce qu'ils n'ont pas été pensés pour. C'est bien ce que tu dis, hein? Alors je dis pas que c'est pas possible, hein, je dis juste que C'est c'est compliqué. pas Non, non, c'est pas possible. c'est moins fluide et moins fait pour, quoi. Et à l'inverse, la nouvelle génération qui est en ligne, comme toi, qui a toujours développé un outil qui était en ligne et donc pas en dur, qui est accessible comme quand vous vous connectez à Instagram, Facebook, j'en passe et des meilleurs. Tout ça, c'est quelque part un peu des solutions en ligne. Vous tapez une URL dans votre moteur de recherche et vous tombez dans votre outil. Ces outils-là sont plus pensés justement pour se parler. Et c'est là où après on va parler d'API. Et une API, ça va être un espèce de petit pont qu'on va mettre à disposition d'autres acteurs pour le dire, voilà, si tu passes par ce pont-là, voilà toutes les informations que moi je peux te donner. Et c'est comme ça qu'on peut Ouais, c'est ça. En faire des fait, Lego. l'analogie qui est souvent empruntée, c'est une API, c'est le langage. En gros, déjà, moi, je te dis que je parle français et Mhm. je te donne la manière de me parler. Donc, en gros, pour me parler, il faut que tu me parles français, il faut que tu me dises bonjour, il faut que tu me dises au revoir, globalement. Et après, il y en a certains qui disent, moi, je parle anglais, et il y en a certains qui disent rien, je parle pas. Donc, du coup, globalement, une API, c'est comment les machines peuvent se parler entre elles. Exactement. Et il y en a qui le disent, il y en a qui le disent pas, il y en a il faut payer pour savoir quel langage ils parlent, et il y en a ils disent moi je te parle pas du tout, je suis Je comme veux ça. pas te parler. Voilà. Ouais, ouais. Voilà un peu si je dois résumer, c'est un peu ça. Exactement. Mais voilà, je pense que c'est plus clair si on fait des petites métaphores pour ceux qui Ouais, sont ouais, ça me pas va. bilingues, justement, tech. On va faire l'API tech, Euh, l'API. c'est ça. Comment comprendre tout ça. Du coup, il y avait des sujets intéressants sur lesquels je veux bien qu'on revienne. Tu dis fut une époque qui est pas si éloignée que ça. On était plutôt dans une logique quand on était un logiciel de dire moi je veux tout faire. Et moi j'ai encore beaucoup la conversation avec des prospects, des personnes qui nous contactent, qui disent ah oui mais moi je veux vraiment un logiciel qui fasse tout. Mhm. C'est quoi la problématique d'un logiciel qui fait tout? Toi qui es En fait, toi moi, l'informaticien. déjà, il y a problématique ou pas problématique, c'est que il y a les all-in-one, ça s'appelle. Enfin, de toute façon, il faut toujours un Mhm. anglicisme. Tout Mais en en gros, il un. y a les logiciels all-in-one qui fait tout. C'est très bien
pour des petits besoins. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait tout va tout faire moyennement. Et je dis pas mal, je dis moyennement. Et vraiment, plus tu fais de choses, moins tu te spécialises. Pareil, une métaphore. Les gens, souvent, ils prennent le généraliste. Si t'as un problème cardiaque, tu vas voir le généraliste, il va te dire, en fait, t'as un problème cardiaque. Si tu vas voir un spécialiste, il va te dire, c'est la valve, je sais pas quoi, qui merdoit. Globalement, c'est un peu ça. Genre, le généraliste, il est capable de voir qu'il y a le problème, il va un petit peu le traiter, et puis c'est moyennement. Un spécialiste, il va aller au bout du sujet. Maintenant, t'as pas forcément d'un spécialiste pour un rhume. Et pour les outils tech, c'est pareil. Si tu as une chambre d'hôte avec 5 chambres et que tu veux que ça fasse ton site internet, ta facturation, ta distribution, que ça envoie un mail un coup de temps en temps, tu prends un all-in-one qui va te coûter 150 euros par mois et tu auras quelque chose qui te fera tout pour pas cher, mais en gros qui te fera tout moyennement. Et la grosse nuance, c'est faire tout. Si je prends un Excel et que je coche, est-ce qu'il envoie des mails? Oui. Est-ce qu'il affiche un planning? Oui. Est-ce que, en gros, si je fais un listing, je peux mettre des coches un peu partout. Maintenant, est-ce que je vais pouvoir gérer le check-in d'un bus qui arrive sur mon parking en moins de 10 minutes? Non. Parce qu'en fait, les problématiques d'une chambre d'hôte, c'est pas les mêmes problématiques qu'un hôtel de 200 clés avec 50 check-in à gérer en même temps que 300 check-out. Et donc finalement, oui, tu es un PMS sur le papier, oui, en termes de fonctionnalité, tu fais du CRM, du RMS, tous ces acronymes-là, oui. Maintenant, factuellement, il y a un énorme écart entre quelqu'un qui est spécialiste de son secteur et quelqu'un qui fait, si je prends l'exemple des sites internet, des gens qui font des sites internet, il y a tout et rien. Il y a des gens qui font du Wix. Donc Wix, c'est les outils gratos où j'envoie une photo, je mets un texte et j'ai un site internet. Et j'ai des gens qui me payent, qui me demandent 10 000 euros pour faire un site internet parce qu'ils vont le référencer sur Google, je vais avoir un truc de qualité, ça va être joli et compagnie. La différence, il y en a un qui fait un site internet, l'autre qui fait un site internet. Ok. Mais factuellement, il y a plein de différences parce qu'il y en a un qui est spécialiste dans le SEO et qui sait ce qu'il faut faire et qui va rendre le site mobile, qui va le rendre une expérience utilisateur hyper fluide et qui va s'occuper de ça. Et il y en a qui va te fournir un truc gratuit ou à 5 balles. Finalement, il y a une énorme différence, mais ça dépend de ton besoin. Il y en a qui, avec un site Wix, font largement le café. Donc, il n'y a pas de vraiment la bonne solution. Les all-in-one, c'est génial si tu as des petites problématiques et un petit budget. Et finalement, et encore, je parle pas forcément de budget parce que des fois, c'est plus cher d'avoir un all-in-one que de prendre 3 spécialistes. Et la vraie problématique, et ça vraiment, c'est un truc, c'est à nous, prestat de la tech, de rassurer les gens là-dessus, c'est qu'en fait, le fait d'avoir un all-in-one, t'as qu'un seul intervenant, t'as qu'un seul interlocuteur, et quand t'as un problème, tu l'appelles, il traite ton problème. Le problème d'avoir une addition de ne serait-ce que 3 logiciels, c'est que tu as la peur de dire, en fait, moi, quand il y a un problème entre le CRM et le PMS, j'appelle l'un, je joue au ping-pong, il me renvoie en disant c'est pas moi, c'est lui. Et ça, en fait, déjà, s'il y a un problème sur la connexion, c'est que la connectivité, elle est un peu bancale. Et en plus, s'il y a un problème, qui est le responsable? Et ça joue un peu, ça peut être un peu rébarbatif. Le fait est que encore une fois, si je reviens nous sur Thaïs, c'est un truc sur lequel on fait hyper gaffe. Donc, on se pose, comme on est un peu le centre du monde et aussi le centre des problèmes, même si c'est pas de notre problème, ça l'est. On est l'interface et on s'occupe d'appeler nos partenaires pour régler ce qu'on fait avec toi, par exemple, quand il y a un problème, ce qui n'arrive quasi jamais. Mais globalement, s'il y a un problème, on le règle. On le règle parce que la personne, en fait, c'est pas à elle de savoir qu'il y a une API, qu'un machin, qu'un truc. En fait, il nous appelle en disant, j'ai ma fiche client qui s'est pas mise à jour. Pourquoi? Nos équipes, elles regardent. Au pire, elles appellent nos copains parce que finalement, le fait d'être partenaire, c'est vraiment de pouvoir prendre un téléphone, de décrocher la personne qui est en face. Je la connais et elle me règle mon problème. Il y a des gens qui ont des marketplaces ou des trucs comme ça. J'y crois moins parce que finalement, tu connais pas humainement les gens. Alors, ils sont partenaires commerciaux et donc, du coup, t'as signé un NDA ou je sais pas quoi. C'est du papier et du marketing. Et c'est encore une fois, si on revient un peu à ce que je t'ai dit au début, c'est pas du tout dans l'ADN de Thaïs. Moi, quand j'écris qu'il y a un partenaire sur mon site, alors j'en ai peut-être moins que les autres, mais au moins les gens, je les connais tous humainement, je peux tous les appeler et s'il y a un problème, je lui dis règle-moi ça et il me règle ça et je suis pas en train d'ouvrir un ticket sur une base de tickets pour attendre 15 jours qu'il soit clôturé sans avoir quoi que ce soit. Ouais. Et ça fait vraiment toute la différence. Il y a aussi quelque chose d'important, c'est que quand on est des partenaires
comment je pourrais dire, solide, qu'on a vraiment créé une relation de confiance et qu'on s'y investit. C'est très important parce que quand on fait une connectivité entre deux outils, la fameuse API qu'on va chacun avoir ne va pas des fois suffire. Il va falloir venir un petit peu l'alimenter avec de nouvelles informations pour que la connexion soit encore plus intéressante et grandisse. Et pour ça, il faut qu'il y ait un vrai partenariat. Parce que Partenariat, sinon, exactement. En fait, un partenariat, ça va dans les deux sens. Tu as besoin de quoi? Ou en plus, le fait de comprendre ce que l'autre fait, ça permet de dire, en fait, me connecter à quelqu'un dont j'ai pas besoin, je fais pas semblant d'y passer du temps et de me connecter juste pour avoir un logo sur mon site. En fait, si la fonctionnalité, j'y crois pas moi-même, je vais avoir du mal à la pousser à mes clients. Donc finalement, nous, on est quand même un minimum expert avec, on a 600 clients qui tournent quotidiennement avec Thaïs et compagnie. Finalement, effectivement, sur ces 600, il y en a 100 qui nous disent ce serait bien que, et en général, il y a plein de ce serait bien que. Derrière, soit nous, on développe une petite fonctionnalité, soit on trouve un partenaire qui le couvre, soit un peu des deux en fonction. Mais globalement, le fait d'ajouter quelque chose, c'est pas juste je t'ouvre et puis tu te connectes et puis on verra ce que ça fait commercialement. C'est derrière, il faut que ça fonctionne. Et ça, pour revenir à ta question d'il y a une demi-heure, c'est la différence entre un all-in-one, je fais tout moi-même, moyen, mais c'est moi qui assume tout, c'est un choix. Par contre, là où quelqu'un qui a une connectivité et des vrais partenariats sur lesquels je peux faire du sur-mesure, c'est-à-dire je viens piocher dans les outils du marché quelque chose de béton, c'est à nous de nous assurer que commercialement, ça marche, c'est-à-dire que l'addition de nos deux paniers, de nos deux, deux abonnements, c'est cohérent sur le marché, parce que finalement, si en gros, Thaïs, c'est 200 balles et puis t'ajoutes un partenaire à 1800 € par mois, ça a plus de sens. Techniquement, il faut que ce soit un billard, parce qu'en fait, c'est pas parce que c'est un partenaire et qu'il y a une connexion entre nous que ça ne fait pas partie de la solution pour l'hôtelier. Donc finalement, le fait d'ajouter une brique, comme tu dis que j'aime bien, il faut que la solution continue à fonctionner de la même manière que si tu étais tout seul. Donc techniquement, il faut que ça roule. Et ensuite, humainement, il faut que s'il y a un problème, ce qui arrive toujours, que ce soit un problème de config, un problème de mécompréhension, tout ça, il faut que le client il puisse s'adresser à la solution, quel que soit le support, pour qu'on lui règle son problème. Et finalement, les avantages du all-in-one que les gens cherchent disparaissent parce que finalement, t'as que des avantages à avoir une vraie solution avec du sur-mesure si c'est pas plus cher, si t'as pas plus de problèmes techniques, et si, quand il y a un problème, que ce soit technique ou humain, on puisse le régler entre nous. Et donc, je comprends les avantages du all-in-one, mais c'est un truc qui devrait disparaître si nous, prestataires tech, on est meilleur, on est moins bête, je sais pas comment il tend à disparaître, hein. C'est quand même une tendance de fond. De toute façon, on les voit de moins en moins. Et en plus, on les voit de moins en moins, on les voit plus sur une segmentation petit, c'est-à-dire petit panier, petit besoin, petit besoin. J'ai besoin de presque rien, donc du coup, j'ai un all-in-one qui fait juste ce que je veux. Et franchement, un peu, pour faire le parallèle avec l'événementiel, un peu comme moi dans le monde de l'événementiel, quelqu'un qui fait 5 événements par mois le fait très bien avec Excel. Ouais. Ou Trello. Ouais, il fait un Google Sheet, un Trello, et effectivement, exactement, c'est le même parallèle. T'as des petits besoins, fais-le avec un outil qui fait juste ce qu'il te faut, et si t'as plus de besoins, tu trouves l'outil. De toute façon, plante un clou, tu vas y arriver avec un caillou, franchement, hein. Tu tapes sur un clou avec un caillou, ça va marcher. Par contre, si t'en as 50 à planter des clous, prends un marteau. Vraiment, je te garantis, prends un marteau, tu gagneras du temps. Parce que tes 50 clous au caillou, t'auras mal aux doigts avant même de finir. C'est pareil. Ouais. C'est un outil, et il faut que tu prennes le bon outil pour le bon usage. Super. Eh bien, écoutez, je vous laisse potasser tout ça. Il y a deux choses que je trouvais assez intéressantes, parce que pour ceux qui nous écoutent, qui viennent de l'hôtellerie, qui sont habitués à travailler avec des outils hôteliers PMS, moi je voyais bien dans ma carrière que je retombais toujours sur les mêmes outils. Est-ce que c'est compliqué de pénétrer le marché des PMS en France? Est-ce que ça a été il a fallu être patient et endurant? Alors, oui, c'est compliqué, et non, mais en fait, si, sincèrement, c'est un marché ultra bouché,
Et en fait, moi, j'y suis parce que j'y ai pas réfléchi. Enfin, vraiment, c'est par bêtise que je suis là. Il y a pas d'autre mot. En gros, moi, je savais développer. J'avais un père qui avait des besoins. Si j'avais été un peu plus futé, j'aurais tapé sur Google PMS et je savais même pas que ça existait PMS. Enfin, tu vois. En gros, moi, j'aurais cherché, j'aurais trouvé une solution, je l'aurais installé sur mon père, je l'aurais peut-être adapté et j'aurais jamais fait un outil comme ça. Parce qu'en fait, aller attaquer des gens qui existent et tout ça, jamais tu le fais. Maintenant, moi, je l'ai fait sans savoir que ça existait et je l'ai fait avec des besoins que j'avais moi. Et finalement, ça a fait que j'ai pas eu un PMS comme les autres. J'ai pas eu un PMS, typiquement en cloud en 2002, ça existait pas. J'avais des autres façons de faire parce que finalement, les gens, quand tu crées une boîte, tu essayes de t'adresser aux décisionnaires. Donc du coup, tu fais un PMS qui fait des stats, qui fait de la compta, qui règle les problèmes du décisionnaire. Et finalement, moi, j'ai fait un PMS qui règle les problèmes du réceptionniste. C'est stratégiquement très con, franchement. Mais globalement, 10 ans après, comme on est un PMS qui règle les problèmes du réceptionniste ou du serveur, parce que c'était ma position quand j'étais dans un resto, on a des équipes, des hôtels qui sont super contents d'utiliser un PMS comme le nôtre, parce qu'en fait, il est fait pour eux. Il est pas fait pour leur patron qui fait de la comptabilité. Et finalement, on a pénétré le marché parce que on a fait un truc sans y réfléchir, en fait. En fait, oui, c'est ça. Mais c'est-à-dire que sans avoir une stratégie pour conquérir le monde, en fait, vous vous êtes mis dans la peau. Enfin, toi, tu t'es mis dans la peau de. Ok, moi, quand j'étais derrière la réception, qu'est-ce qui aurait été pratique? C'est ça. Moi, je veux jamais. Enfin, il n'y a jamais été question de disrupter quoi que ce soit. J'ai jamais été une start-up. Enfin, en gros, on est une PME qui faisait un logiciel pour des hôteliers. Et finalement, ça, le marché étant suffisamment profond en France, il doit y avoir une trentaine de milliers d'établissements qui peuvent être adressés. Même si on est 40 sur le marché français et encore sur le marché français, mais des PMS français, il y en a 3 qui sont vraiment citables. Non, mais c'est vrai. Mais globalement, il y a largement de quoi vivre tous correctement sur. Tu citais Opéra. Opéra, il est juste génial pour gérer un 1000 chambres à Paris et tu mettras pas un Thaïs sur un 1000 chambres. Par contre, sur un 150 clés à Dijon, globalement, tu mets un Thaïs. En rapport qualité-prix, on peut se battre. Et finalement, chacun a on peut citer des Amenities ou des Mr Booking qui eux vont se retrouver sur des paniers, à chaque fois je dis panier, pardon, mais sur des établissements avec un peu moins de besoins, mais sur lesquels ils sont parfaitement adaptés. Et donc du coup, pénétrer le marché du PMS. Sincèrement, si je devais le refaire, c'est pas une bonne idée parce que c'est pas là qu'il y a de l'argent pour monter une boîte. Si je reprends ma casquette d'entrepreneur, en fait, on est là, on fait pas gagner l'argent puisqu'on vend pas des chambres, on gère des chambres. Donc le chiffre d'affaires, il est géré par les distributeurs ou le channel manager ou le booking engine. Donc nous, on leur coûte de l'argent, on leur prend de l'argent pour faire des factures. Sincèrement, ça a jamais passionné personne. Et en plus, on est au centre de tout. Et quand je dis de tout, c'est surtout des problèmes. C'est-à-dire que s'il y a un problème, l'interface qu'ils ont devant les yeux, c'est le PMS. Donc, en gros, quel que soit l'endroit où il y a le problème qui s'est produit, le client, il s'est trompé de tarif. En fait, quand la réservation, elle arrive dans ton planning, l'interface que tu as sous les yeux, c'est le PMS. Donc, nous, on est au centre des problèmes et on n'est pas là où il y a l'argent. Donc, stratégiquement, c'est franchement pas futé. Mais bon, on a réussi. On est là et ça marche bien. Finalement, tout est bien qui finit bien. Effectivement. En parlant justement, toujours dans cette idée de pénétrer le marché, etc. J'ai déjà vu des personnes de ton équipe parler des engagements, des licences avec d'autres outils qui parfois sont très longs. Nous, ça nous arrive aussi de parler à des personnes qui nous disent on est engagé pendant 3 ans. Ouais. Est-ce que dans le monde des PMS, vous arrivez parfois à guider vos clients sur comment quitter un acteur qui leur convient plus du tout et avec lequel ils ont l'impression d'être coincés? Est-ce qu'il y a Alors, guider, de toute façon, c'est toujours les contrats. Hein. C'est un truc sur lequel j'ai toujours lutté. Nous, Thaïs, on n'a pas d'engagement, on n'a pas de contrat. Vraiment, c'est la satisfaction c'est t'es content, reste avec nous. T'es pas content, excuse-nous, mais ça marchera pas. Le fait de garder quelqu'un de pas content, c'est ni bien pour lui, ni bien pour nous. Les équipes, elles sont pas heureuses de se faire pourrir. Nous, on n'est pas heureux de bosser avec eux et ça fait du bien à personne. Et quand on est à faire des contrats sur 4 ans pour essayer de garder tes clients,
c'est clairement tu as un petit problème sur ton logiciel. Finalement, c'est que tu as pas confiance. Il vaut mieux avoir des gros contrats qu'un bon logiciel. Ben, ça, encore une fois, j'ai la sensation que c'est encore une fois ça, c'est sur les vieilles façons de faire en fait. Il y en a qui continuent à le faire, mais c'est des gens qui dans existaient là. l'événementiel, moi je le vois. Mais c'est peut-être un vieux monde l'événementiel, je ne sais pas. Peut-être. On est peut-être un peu vintage. Non, mais je sais pas. Non, je sais pas non plus parce que moi j'ai pas. Comment dire, comme je viens de l'événementiel dans l'hôtellerie, c'est encore, mais voilà, je découvre certains logiciels purement événementiels qui viennent plutôt du monde des agences. Donc c'est encore un autre monde dans l'événementiel. Voilà. Et je sais qu'il y en a certains qui sont sur des contrats en plusieurs années et qui sont pas forcément très vieux, qui ont pas plus de 20 ans ou 25 ans, tu vois. Donc c'est non, mais ça existe encore. Hein. Maintenant, guider des gens pour leur sortie. Souvent, voilà, nos équipes commerciales, elles font la démo, le client est super content, il veut signer, puis d'un seul coup, il revient vers nous en disant, en fait, je viens de ressortir mon contrat de ma boîte mail, je serai libre qu'en 2042, je suis désolé, je reviens vers vous. Mais enfin, on n'a pas, un service d'avocat pour essayer de casser les contrats. Non, mais parfois, il y aurait. Je sais que, enfin, nous, ça, pas du tout sur les contrats, mais parfois il y a des bonnes pratiques. On sait-on jamais. Si, après, il faut clairement mettre un warning en mode, je sais que ça arrive, et comme c'est toujours des contrats tacitement renouvelables et compagnie, il faut vraiment faire gaffe à pas que ça rebascule, parce qu'en fait, une fois que c'est parti, c'est parti. Et après, ne pas signer ce genre de contrat. Enfin, c'est la meilleure pratique. Globalement, si tu es obligé de t'engager de ton sang sur 5 ans, c'est qu'il y a un loup. Enfin, vraiment, moi. Sachant que on est sur des marchés aujourd'hui, juste pour rassurer les auditeurs, où la pratique n'est plus dans ce genre de contrat à engagement longue durée. Ça ne se fait plus du tout. Donc, si vous, en tant qu'utilisateur, vous dites, moi, je veux pas m'engager au-delà de 1 an, disons que, allez, oui, pourquoi pas partir sur 1 an. Ça va choquer personne. C'est dans l'air du temps. Donc, et en plus, en gros, les mots qui vont derrière, c'est le SaaS, donc le Software as a Service. En gros, je loue mon software mensuellement et j'y ai accès. Avant, quand tu achetais ta licence, donc tout à l'heure, tu disais, j'ai un CD-ROM, j'achète ma licence, je la paye 30 à 80 000 euros, je l'installe sur mon ordi et j'ai un amortissement financier sur 5 ans. Donc, du coup, le fait que je m'engage chez ce partenaire 5 ans parce que j'ai un amortissement comptable sur 5 ans, c'est normal. Enfin, il y a un moment où ça choque personne. Je vais pas changer de logiciel alors que je l'ai payé 80 000 euros. Maintenant, je paye 80 euros par mois pour accéder à mon logiciel et quand je veux plus, j'arrête. Globalement, ça c'est la nouvelle, je sais pas comment dire, la nouvelle manière de consommer du logiciel va avec les nouveaux contrats et c'est associé. Et donc finalement, les gens qui ont, enfin souvent, les gens qui ont des engagements sur 5 ans sont les gens qui ont encore de la licence à installer et de la licence par utilisateur et qui sont pas en mode SaaS, c'est-à-dire je loue mon logiciel et quand j'en veux plus, je l'arrête. Oui. Mais c'est comme si, c'était pour donner un autre parallèle, c'est comme si vous ouvriez une page sur Facebook et que Facebook vous disait, il va falloir garder votre page active pendant 5 ans. Ça vous paraîtrait complètement délirant. Ouais, ou ton Gmail. En Gmail, tu utilises Gmail, tu l'as, et puis d'un seul coup, toi, tu veux changer de boîte mail. Non, en fait, tu t'es engagé à l'utiliser et tu n'en utiliseras pas un autre. Enfin, tu continueras à le payer. C'est tout. Donc, ça ne se fait plus. La seule raison pour laquelle parfois vous êtes engagé annuellement, c'est parce qu'on est beaucoup de software en ligne, de logiciels en ligne, à proposer un paiement annuel. Voilà. Mais au-delà de ça. Il y a ça, et souvent aussi, il y a quelque chose qui est vrai, vraiment. Il y a le fait que le onboarding, encore une fois, c'est de l'anglicisme, mais donc la création de compte, la création du compte et la configuration du compte. Si finalement le client il vient, qui prend un engagement, enfin qui prend un abonnement à 50 euros et qui s'en va, il y a quand même du travail humain derrière. Oui. Et donc finalement, le business model qui est, je t'engage au moins la première année et ensuite t'as pas d'engagement, vient du fait que soit ils font payer les frais de config à côté de l'abonnement. Donc, en gros, tu payes 5, 600, 800, 1000 euros pour la configuration de ton espace et ensuite tu payes ton abonnement. Soit, en fait, il l'englobe dans le fait que la première année d'abonnement va couvrir les frais humains qui sont incompressibles de configuration. Et là, à la rigueur,
ça s'explique, ça s'entend. Vraiment, enfin, moi, je trouve que c'est des grilles tarifaires. Et je dis, bah moi, je te fais pas payer de frais de config, mais franchement, reste au moins 1 an pour que je m'y retrouve. C'est écoutable, c'est logique, ça se fait. Et là, je suis pas choqué. Par contre, tu restes 4 ans parce que j'en ai envie, bah, c'est un peu moins écoutable. Oui, bien sûr. Parlant tu disais tout à l'heure quand on reste sur un outil que ça nous convient pas, tout le monde souffre. Les équipes qui l'utilisent, les équipes du côté du logiciel qui font le support et avec qui ça se passe pas bien, etc. Quand justement, comme tu disais, le PMS, c'est vraiment vous êtes au cœur d'un établissement. Généralement, vous êtes vraiment en plein milieu. Est-ce que le changement des habitudes, c'est quelque chose de compliqué à gérer? Est-ce que cet accompagnement vers Thaïs, quand il y a des gros changements, je pense notamment à des structures aussi d'une certaine taille, est-ce que comment ça se passe? Est-ce que c'est... Ouais, alors bah, enfin déjà, dans ta question, il y a une réponse. Déjà, accompagnement en changement. Il y a un moment où tu peux mettre ce que tu veux derrière, c'est compliqué. Je pense que le changement est compliqué. Alors, est-ce qu'en France c'est plus compliqué qu'ailleurs? J'en sais rien, mais c'est jamais bien. Par contre, dès que tu changes, c'était toujours mieux avant. Enfin, vraiment, cette phrase, tu l'appliques à tout ce que tu veux. Et t'es pas content de ce que t'as? Ok, on en change. Non, j'ai pas envie de changer. Ça, moi, j'ai fait de la R&D dans le spatial. Tu leur dis, bah, regardez, on a un truc qui est tout pourri, on va vous faire un truc mieux. Il va falloir que tu luttes et que tu te battes pour faire l'accompagnement au changement, que tu leur expliques pourquoi c'est mieux, que même s'ils ont compris, c'est compliqué. Ça existe dans tous les domaines. Maintenant, il y a quand même l'aspect, je suis habitué justement, tu vois, tu prends souvent l'exemple d'Instagram ou Facebook ou Gmail. Je suis habitué à avoir des logiciels qui sont intuitifs et qui sont rapides, qui sont jolis, qui sont tout ce que tu veux. Et en fait, quand j'ouvre mon logiciel métier dans mon hôtel, bah, j'ai l'impression de faire un retour vers le futur et de basculer 50 ans en arrière. Et là, sincèrement, ça nous aide à l'accompagnement au changement, parce qu'en fait, quand tu mets un Thaïs dans un établissement, il dit ah ouais, ok, enfin, je suis revenu en 2022 quoi. Donc ça aide. Maintenant, il y a deux choses dans l'accompagnement au changement. Il y a les habitudes. Le réceptionniste est habitué à cliquer sur un bouton vert en bas à gauche, et là tu lui dis que le bouton il est bleu et il est en haut à droite. Bon, ça s'accompagne et tu peux le faire et ça se passe très bien. Après, tu as aussi le changement avec des trucs un peu plus rationnels qui est quand tu changes de PMS, tu as toute ta data qui était dans ton ancien PMS. Et donc là, c'est pas du changement d'habitude, c'est vraiment, il faut que tu récupères les datas d'un outil qui tu as utilisé pendant 5 ans, 10 ans, 8 ans, et qu'il faut que il faut que tu le mettes dans un nouvel outil sans perte de données et sans perte de productivité, parce que pendant la phase de changement, il faut que ce soit fluide et il faut que il faut que ça se passe bien. Et ça, effectivement, il y a plein de façons de le faire, mais ça se prévoit. Il faut faut prévoir les exports de données de ton ancien logiciel. Il faut que le nouveau logiciel soit capable de les importer. Faut qu'il y ait quand même une petite phase de vérif de tous les mappings justement entre tes channel managers et ton PMS. Enfin, il y a quand même un accompagnement. Alors, pour revenir à Thaïs, on le fait et on le fait plutôt bien, et c'est ce qui nous permet justement de récupérer des PMS et de les basculer sur Thaïs. Mais c'est un vrai sujet. Donc moi, pour moi, dans ta question, il y a deux sujets. C'est l'accompagnement au changement. En fait, les gens qui trouvaient que c'était mieux avant, souvent, il faut leur expliquer longtemps. Et comme c'est pas du rationnel, c'est vraiment du ressenti, c'est du on change mes habitudes. Ça fait 5 ans que je me pose pas de questions et que je clique quasiment automatiquement ici. Effectivement, il va falloir que tu changes. Maintenant, c'est ni mieux ni pire, c'est juste pas pareil. Et là, à part être patient et c'est comme ça. Et après, par contre, là où nous on peut faire quelque chose en tant que Thaïs, c'est accompagner au changement pour que ça marche et que ce soit fluide et que tu aies ta data au bon endroit et que tu aies tes partenaires, typiquement les connectivités qui sont hyper... tu avais un CRM qui était branché à ton ancien PMS, tu le rebranches à ton nouveau et il faut que faut que ça marche, quoi. Et ça, nous, on met en place ce qu'il faut pour que ce soit le cas. Vous les aidez sur tout ce qui est réglage, etc. Ouais, nous c'est même pas on les aide, en fait, on le fait avec eux. On utilise les 2 jours de formation alors nous on a une partie qui est un peu en temps caché pour eux que nos équipes font, et ensuite pendant les 2 jours de formation on finit de configurer pour que eux voient comment on l'a fait. Comme ça, c'est un peu filou de notre part, mais au moins le fait qu'ils sachent configurer eux-mêmes, ils nous embêtent moins. Ils peuvent le faire. Non, mais parfois, ils aiment bien aussi. Non, mais c'est en fait vraiment, c'est le fait que l'hôtelier puisse
avoir la main sur sa config, c'est génial parce que lui, il se rend compte qu'il peut faire plein de trucs et nous, c'est génial parce qu'il nous appelle pas pour qu'on le fasse. Et finalement, c'est gagnant-gagnant, comme dirait l'autre. Il gagne du temps et il prend la main sur son logiciel. Et nous, on n'est pas là pour faire des actions qui ont aucune plus-value ni pour lui ni pour nous. Et donc tout le monde gagne du temps. Ouais. Justement, tu parlais du PMS. Où aujourd'hui, on va aller sur des interfaces hyper belles, faciles. Enfin, on est vraiment passé à une autre vitesse en termes d'expérience sur tous les sites en ligne qu'on utilise tous au quotidien, et que dans l'hôtellerie, on peut avoir des logiciels, comme tu disais, retour vers le futur. On se prend 40 ans dans les dents, on a l'impression d'utiliser des plateformes qui d'un autre monde. Est-ce que ça fait partie des majeures différences entre les PMS de l'ancienne génération et de la nouvelle comme vous, ce côté expérience utilisateur, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qui vous démarque par rapport à cette ancienne génération? Je dirais, effectivement, il y a simplicité, ergonomie, mais c'était vrai il y a 10 ans, et en fait, ils sont tous en train de travailler dessus, donc effectivement, ils font des progrès. Il y a la connectivité et l'ouverture de la possibilité de venir upgrader ta solution sans surcoût et sans problème. D'ailleurs, vous avez un réseau, vous avez créé quelque chose avec, je sais pas si Ouais, vous l'avez créé, non, mais il y a un exactement. réseau Synapse. Dans lequel tu devrais bientôt rentrer. Non, en On gros, arrive. en fait, tout le discours, tout ce que je t'ai dit, c'est l'idée de base de Synapse. Synapse, c'est les connexions entre les neurones, donc c'est une connexion intelligente. Donc finalement, Synapse, c'est un label qu'on essaye de c'est moi qui ai porté ça, et en fait j'ai appelé tout justement les partenaires en disant, les mecs, est-ce que on dirait pas aux gens qu'est-ce qui est important pour eux de regarder quand ils sélectionnent une solution technique. Et en fait, pour un hôtelier dont c'est pas le métier et donc en fait il s'en fout, il veut juste que ça marche, nous on essaie de lui flécher un peu en mettant le label, en lui disant l'idée, moi en tant que jurassien et franc-comtois fier de l'être, moi c'était vraiment le comté quand ils ont fait non mais vraiment l'idée elle vient de là. Pour raconter. Ouais, non, mais vraiment, je te jure, en fait le lait en France, les gens l'achètent pas cher, et les paysans ils y arrivent pas. Et le lait pour le comté, il vaut 40 fois, le litre de lait vaut 40 fois le prix d'un litre de lait pour le boire dans ton supermarché. Parce que en fait, ils ont mis une charte de qualité avec une charte en disant, si t'es dans telle région, que tes vaches elles mangent tel truc et que tu fais telle chose correctement, tu vends pas ton lait n'importe où, tu le vends à un seul endroit, à des gens qui font du comté, et tu vendras ton lait correctement et tu vivras correctement. Mais pas parce que tu as décidé, parce que tu t'es mis des contraintes. Tu te mets des contraintes, donc du coup derrière, tu en tires des bénéfices. Synapse, je me suis dit, en fait, on est dans la tech, ok, mais les labels bio qu'on voit tous dans nos dans nos rayons, ça veut dire entre un yaourt et un yaourt, c'est pareil, sauf qu'il y en a un qui est bio, l'autre qui est pas bio. Est-ce que c'est important pour toi? C'est un autre débat, mais au moins tu as une différence qui est, lui, il a suivi telle et telle règle. Si je reviens à Synapse, c'est même principe. Les équipes, les boîtes tech, elles s'engagent à un certain nombre de choses, donc c'est des choses contraignantes. Mais pour que le label ait de la valeur, il faut que ce soit contraignant. Et donc, on s'engage, nous, si on veut avoir le label Synapse, à avoir une API ouverte et documentée, pas de frais de connexion, que les problèmes, donc un support. Alors, le support en commun, c'est un vœu pieux, c'est pas possible. On a des entreprises différentes et moi, je suis pas capable de faire le support de BookingCheck et toi inversement. Par contre, s'il y a un problème entre nous, le client qui l'a envoyé à toi ou à moi, on va le régler entre nous. C'est un engagement plutôt. Tout ce que je t'ai dit qui est à la base et dans l'ADN de Thaïs et qu'on fait depuis des années, mais on le markete pas en fait. On n'a jamais mis un logo quelque part pour dire qu'on le fait. On le fait naturellement parce que ça me semble tellement logique que ça devrait être comme ça. Mais finalement, le fait de voir que tout le monde ne le fait pas, on s'est dit il faut qu'on dise aux gens qu'est-ce qui est important de regarder, qu'est-ce qu'il faut qu'ils regardent pour choisir entre une solution tech et une solution tech. Et ça, j'ai posé l'idée un jour sur un salon en disant les mecs, on fait ça. Il y a Bowo qui a fait le logo, il y a Marc, en gros, je vais pas tous les citer, mais chacun a fait des bouts pour que le label existe. On a défini une charte, et donc là pour l'instant on est 18, on va bientôt être, je crois qu'il y a une 8aine de candidatures. Alors je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Mais le but du jeu étant de
dire ce qu'on fait. On n'invente rien, on disrupte rien. Vraiment, encore une fois, et on n'est pas une marketplace. Je veux pas tous ces mots à la con, mais clairement, on est des partenaires qui sont bien connectés et on fournit une solution à des clients pour que ça marche. Et ça, on essaye un moyen de le dire. Et l'écrire sur un site en disant regardez, on est partenaire, ça veut plus rien dire. Un logo sur un site, tout le monde l'a vu, tout le monde le met. Et là, on essaye d'avoir une autre manière de le faire. Maintenant, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une mauvaise idée? J'en sais rien. On essaye. Mais ça vient effectivement du comté, du pour ceux qui écoutent, ça peut vous permettre un peu de faire le tri, parce que moi, je me souviens, pour venir aussi de l'hôtellerie-restauration, et moi, beaucoup de la restauration, les propriétaires de restaurants, c'est souvent des chefs, c'est pas forcément des gens qui sont à l'aise avec tous ces outils-là. Le fait un peu d'avoir un repère, d'avoir un guide qui leur dit bon nous on a fait le tri, voilà, on vous a réuni une vingtaine d'outils dont vous pourriez avoir besoin, ils communiquent ensemble, on est tous dans la même démarche de qualité. Ça apporte du confort, donc j'espère que le temps apportera sa visibilité et sa notoriété à Synapse, parce que c'est quand même c'est sympa. C'est ça, exactement. Après, moi, quand je l'avais pitché, c'était des partenaires qui boivent des bières ensemble, pour te dire à quel point. Donc c'était vraiment ça. Mais mine de rien, ça a de la valeur. Ça a plaire aux restaurateurs. C'est pour ça, mais ça a de la valeur, le fait qu'on se connaisse et qu'on règle des. Enfin, moi, je règle les problèmes d'un mec que je connais, je les règle pas de la même manière. Enfin, c'est moins efficace. Alors, le mec que je connais pas, je vais lui régler son problème. Mais c'est vraiment l'humain derrière tout ça. On est des boîtes tech, mais on a besoin d'être efficace, de réfléchir ensemble, de poser des problématiques ensemble. Et ce label-là, c'était vraiment pour dire, en fait, regardez, on s'appelle tous, on a un Slack en commun, on discute en commun. Maintenant, il faut le dire aux gens, il faut le dire que ça a de la valeur. Et donc ça, on essaye de voir si on arrive à le dire assez fort, parce que mine de rien, on n'a pas les budgets stratosphériques de certains, mais essayer de dire qui on est et de montrer que c'est quand même plutôt mieux d'avoir des boîtes qui parlent ensemble et qui fonctionnent techniquement bien. Ça doit pouvoir se dire et ça doit devoir se dire, quoi. Oui, et puis pareil après, alors il y a facilité pour tous nos clients et le marché, mais il y a aussi en tant que établissement, je sais que moi ça m'arrive souvent d'avoir des lieux qui me disent nous on est dans un certain engagement et on a aussi envie d'avoir des partenaires qui à leur niveau dans leur secteur sont engagés. Et le fait que il y a des choses assez fortes chez Thaïs qui moi me parlent, parce que je sais qu'on est très alignés là-dessus, mais le fait que on est des boîtes made in France, que on s'autofinance, ça veut dire aussi que derrière il n'y a pas de pression financière, de course absolue aux revenus, à des revenus démentiels. On est dans des croissances en bonne intelligence, évidemment qu'il faut que on vive, mais pas aux dépens de nos clients, parce que il y a eu des levées de fonds de millions d'euros et qu'il faut il faut renvoyer l'argent à un moment donné. Et le fait que tu parlais beaucoup d'humains, moi je dis toujours oui, exactement comme toi, on est des boîtes tech, mais voyez-nous aussi comme des artisans développeurs, parce que on réfléchit avec nos clients, on essaye de créer des inerties entre les outils, des synergies, pas des inerties. Pardon, des synergies. On veut pas d'inertie, on veut que des synergies. Des synergies entre gens bienveillants sur ce marché digital, où on sait, nous, pour être à l'intérieur, à quel point il y a aussi des acteurs qui sont pas dans ces modes de pensée-là et qui sont pas bienveillants, qui se disent on est sur un secteur où ils y comprennent rien, les hôteliers, les restaurateurs, les lieux événementiels, merveilleux, donc on va un petit peu leur raconter n'importe quoi et faire notre beurre là-dessus. Donc je trouve que c'est aussi c'est des choses fortes, et dans un monde qui a besoin d'engagement, on voit bien que on est tous un petit peu plus, on essaye tous d'être un peu plus responsables dans notre façon de consommer et de vivre. Ça fait sens. Donc je trouve que c'est plutôt chouette qu'il y ait des messages forts comme ça de notre part à nous aussi, acteurs digitaux. Ouais, non, de toute façon, c'est ultra important. Et
après c'est ce qu'on est, donc j'ai un peu de mal à en parler parce que ça me paraît tellement logique que ça devrait être. Maintenant, je pense que toi tu prends l'exemple des boîtes qui lèvent des fonds et tout ça. Vraiment, alors il y a des très bons produits, ils ont beaucoup de budget, ils ont tout ça, mais au final, il y a un moment où tu peux, tu peux. Il y a pas de différence sur le produit, je pense, mais il y a des différences sur la philo et ce que t'es pour eux, en fait, en tant que client. Ce que tu deviens pour nous, un client Thaïs, bah, c'est quelqu'un qu'on connaît. Alors, il connaît Jeanne, il connaît Julien. Ça n'empêche pas que, on va les connaître de moins en moins, puisqu'on en signe de plus en plus. Et vraiment, moi, je suis pas, voilà, quand on aura 10 000 clients, je vais pas être magicien et on va les avoir. Mais globalement, on va les avoir parce qu'on les mérite. On va pas les avoir parce qu'on leur a mis de la pub sur Facebook pour qu'ils viennent signer chez nous. Enfin, c'est un peu, si je dois caricaturer, moi je veux bien faire des millions. D'ailleurs, c'est ce que j'y travaille. Hein. mais parce qu'on aura travaillé pour ça et qu'on aura des clients à qui on a réglé un problème. Pas parce qu'on leur a dit qu'il fallait qu'ils signent, parce qu'on allait leur changer, je sais pas quoi. Et ça fait quand même une différence. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et je suis pas contre la levée de fonds, etc. Mais je dis juste que ça peut vraiment changer la dynamique. Exactement. En fait, l'objectif, c'est soit régler le problème d'un client, soit rentabiliser, faire de la renta sur une entreprise. De toute façon, il y a les boîtes tech, il y a les boîtes commerciales, il y a les boîtes. T'as quand même un peu des philos un peu différentes en fonction des entreprises et le fait de le dire. Quelle est ta philo? Après, le client, il peut choisir en fonction de si c'est la sienne ou pas, parce que vraiment chacun choisit sa priorité et qu'est-ce qu'il a envie d'avoir et comment. Maintenant, une boîte qui a des superbes valeurs mais qui a un logiciel tout pourri, franchement, on va pas chez elle, tu vois ce que je veux dire. Non, mais il y a un moment où, oui, c'est super, t'es gentil, j'adore tes valeurs, mais ça marche pas. Bon, très bien. Maintenant, entre deux boîtes qui ont un super logiciel, mais il y en a une qui est un peu plus proche de tes valeurs. Alors toi, tu prenais l'aspect français. Alors ça peut compter. Il y a aussi la sécurisation des datas. Mine de rien, des gens sont de plus en plus sensibles à ça, mais où sont tes datas? Qu'est-ce qu'ils font avec tes datas? Est-ce qu'ils revendent tes fichiers clients? Est-ce qu'ils revendent la consommation de tes clients? T'en sais rien. Est-ce que tu leur as demandé? Et mine de rien, tout ça, alors soit tu t'en fous et c'est un postulat et vraiment je le respecte, soit tu peux regarder un peu ce qui est fait avec. Alors pas demander qu'est-ce qui est fait avec data, mais le fait de savoir que l'entreprise derrière, c'est quelqu'un qui fait pas n'importe quoi. Déjà ça peut avoir une petite valeur aussi au niveau du choix derrière. Maintenant, effectivement, il faut que le logiciel et la solution marchent, c'est quand même le premier truc. Donc, bien sûr. Mais là-dessus, pas de problème avec. Non, mais c'est pour ça. En gros, vraiment. Mais moi, à chaque fois, je me mets à la place d'un hôtelier. De toute façon, j'y étais. Hein. Qu'est-ce qui fait que je vais choisir lui ou lui? Qu'est-ce qui fait que je vais le garder? Qu'est-ce qui fait que je vais adorer bosser avec? Qu'est-ce qui fait que... Et je me les pose ces questions. Et donc, du coup, pour y répondre, pour que je puisse le vendre à des millions de personnes et gagner des millions d'euros, il faut que je le réponde correctement. Et voilà comment on fonctionne chez nous. Avec de l'empathie pour le secteur. Eh bien, écoute, merci beaucoup Aurélien pour toutes ces informations sur Thaïs. Avec ton regard d'ingénieur, on n'en a pas beaucoup sur Evencheck, donc je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir des personnes qui ont des profils très différents et qui viennent un petit peu raconter ce que eux ressentent par rapport à tout ça. On vous l'a dit, mais on le réexpliquera dans un post sur les réseaux. On est connecté, donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez soit contacter Thaïs, soit contacter BookingCheck, et on vous expliquera comment ça marche. Et puis à très bientôt. Merci pour l'invite et puis à très bientôt. Avec plaisir. Au revoir. Salut.